Bon, bonjour, donc le sujet est spécifique sur l'investissement privé. Donc je vais commencer par ça. Peut-être rappeler premièrement que l'investissement privé est déjà très présent à la bourse. La majorité de nos compatriotes ne le savent pas, mais toutes vos retraites sont investies en bourse et également via les caisses de retraite. Et de manière générale, d'un point de vue théorie financière, lorsque vous avez une épargne et cette épargne est supposée être long terme, eh bien, une allocation de cette épargne optimale devrait voir une partie venir en bourse. Certes, la bourse est plus risquée que investir, par exemple, dans un dépôt à terme, mais à terme, les retours sont toujours beaucoup plus intéressants. Et donc, en théorie financière, lorsque vous avez de l'épargne, vous devriez réfléchir à placer une partie en bourse. Donc après, à l'intérieur de ça, peut-être faire un snapshot de quelle est la situation aujourd'hui. Alors, on a une situation où nous n'avons pas beaucoup de teneurs de compte qui sont actifs. Vous l'avez dit, c'est peut-être entre 3000 et 5000 personnes. Mais il est intéressant de noter que ces 3000 à 5000 personnes pèsent quand même 10% de notre marché. Donc ça me fait, et je pense les autres intervenants pourront intervenir là-dessus, mais la première remarque, c'est que nous avons une petite base loyale, mais c'est une base loyale qui est issue de la banque privée. Donc le ticket moyen est quand même important. Nous ne parlons pas nécessairement de petits porteurs. Alors ça amène à l'observation d'après. Pourquoi ce sont ces personnes-là plutôt que d'autres qui viennent investir chez nous? Et la raison principale, c'est que quand c'est quelqu'un qui est dans la banque privée, eh bien, ils s'y connaissent, ou bien surtout, ils ont l'accompagnement nécessaire en termes d'un chargé de compte qui peut leur donner les bonnes, en tout cas les bonnes informations. Et donc, le premier point, c'est il faut agir sur l'éducation financière des investisseurs. Après, le deuxième point, et qui est beaucoup plus important, le premier, on va dire, c'est presque une évidence. C'est le cas dans n'importe quel marché. Mais le deuxième point qui est beaucoup plus spécifique au marché marocain, c'est qu'en fait, nous avons des investisseurs marocains qui sont très experts, qui connaissent quand il y a une affaire. Et donc, c'est vrai que on a 3000 à 5000 qui sont fidèles tous les jours. Mais quand il y a une bonne opportunité, nous voyons les investisseurs privés venir. Nous avons eu récemment 2 IPO, l'une de TGCC et l'autre d'Acdital. Sur l'une, nous avons eu 12 000 investisseurs privés. Sur l'autre, 8 000 investisseurs privés. Et la réalité est que lorsque nous parlons avec ces investisseurs, lorsque nous faisons des workshops, eh bien, le retour est toujours le même. Montrez-moi des actifs qui sont intéressants et je vais venir investir. Je vais venir fructifier mon argent. Et donc, aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de papier frais, alors, si j'ai bien compris. C'est absolument cela. Aujourd'hui, la bourse de Casablanca, pour être très clair, n'a pas suffisamment de papier pour servir et les investisseurs institutionnels, et servir les investisseurs étrangers, et servir les petits porteurs. Est-ce que les institutionnels ne peuvent pas céder un peu de place, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Quelque part, il y a une limitation parce que, comme vous le savez, elles ont une limitation à investir à l'extérieur du Maroc. Donc, nous avons déjà des restrictions en place. Après, le deuxième point que je veux dire par rapport au marché action, je sais que les Marocains sont très proches du marché immobilier, mais il y a une très grande différence dans le marché action par rapport à n'importe quel autre marché. C'est le seul marché où, si vous voulez vendre, vous pouvez vendre en moins d'une seconde. Si vous comparez par exemple par rapport à l'immobilier, en particulier l'immobilier ces dernières années, il y a un manque de liquidité qui est criard. Vous avez une épargne, vous voulez vendre, vous pouvez vendre une seconde. Le deuxième aspect de ce marché qui est très particulier par rapport à plein d'autres marchés, comme vous le dites, la bourse de Casablanca, c'est l'appel public à l'épargne. C'est un marché qui a été construit pour les investisseurs privés, pour l'égalité des droits. C'est le seul marché où l'investisseur privé a une information de la part des entreprises cotées au même moment que l'un investisseur institutionnel. Il n'y a pas d'arbitrage. Lorsqu'une entreprise cotée sort son rapport annuel, il doit être distribué à tout le monde en même temps. Et donc, cela donne beaucoup d'avantages à investir dans le marché action.
le fait que les investisseurs institutionnels aiment le marché action, il m'est difficile de leur dire vendez s'il vous plaît, d'autant plus que ça sert avant tout à vos retraites à vous. Donc, quelque part, c'est toujours l'investissement privé qui est derrière. D'accord. Nasser, qu'est-ce que vous pouvez dire, enfin, quelles sont les actions qu'on pourrait mener pour améliorer l'attrait de la bourse de Casablanca, selon vous? Alors, je vais capitaliser un petit peu sur ce qui a été dit par Setarek, qui effectivement regrette qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 5000 investisseurs privés qui interviennent sur le marché. Mais moi, j'aimerais quand même rappeler que ce même marché-là, on pouvait avoir 100 à 150 000 souscripteurs dans les années 2005, 2008, 2009, où nous avions un rythme d'IPO qui était relativement élevé, donc on avait quelque chose comme 10 IPO par an. Et pendant cette période-là, les personnes physiques qui aujourd'hui, comme l'a bien dit Setarek encore une fois, représentent aujourd'hui 10% du volume du marché, à l'époque, c'était plutôt 40-45%, avec un volume qui était 3 fois plus élevé. Donc, ce qui veut dire que les personnes physiques, par rapport à aujourd'hui, intervenaient en termes de volume 10 fois plus. Donc, très clairement, l'une des pistes, vous l'avez déjà évoqué, donc c'est d'apporter du papier frais. On l'a vu, on le voit, on double ce nombre-là, on passe de 5 000 à 10 000 lorsqu'on a des IPO ces 10 dernières années. On le voit tout de suite, l'impact est immédiat, mais c'est sûr que si on a un rythme un petit peu plus élevé, puisque depuis 10 ans, en moyenne, on peut dire qu'on a une IPO tous les 18 mois, d'accord? On en a eu un peu moins de 10, alors que sur la période où, on va dire, tout le monde s'intéressait un petit peu plus au marché, on avait plutôt une dizaine d'IPO par an. Donc si on revient sur ce rythme-là, avec aussi des montants un petit peu plus élevés d'IPO, où là je vais répondre en partie à votre question, avec des montants un peu plus importants, on ouvrirait une part plus importante aux personnes physiques. Et donc là, ça réduirait automatiquement la part des instituts. C'est pour répondre à votre question tout à l'heure des institutionnels. L'un des moyens de diminuer la part des institutionnels dans le marché, puisque les institutionnels, la définition, donc là j'ouvre une parenthèse, mais je la fermer très rapidement, un investisseur institutionnel, c'est d'acheter à long terme. Donc c'est du buy and hold. Donc il diminue la liquidité, c'est ça. Mais c'est aussi s'assurer la réussite de l'IPO, ça c'est clair aussi. Quoi. Oui, mais si on ramène du bon papier à un bon prix, je suis certain que les personnes physiques vont pouvoir aussi assurer la bonne réussite de l'IPO. Ou encore une fois, on a déjà eu, c'était une IPO, on a eu 150 000 souscripteurs. Donc je pense qu'avec la mobilisation aujourd'hui de tout l'écosystème qui est en place, permettra la réussite d'une IPO si c'est du bon papier. Vous ne pensez pas que c'est aussi une perte de confiance des investisseurs, justement, par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à tout ce qui s'est passé? Une perte de confiance, pourquoi? Non, c'est juste un intérêt qui est moindre, du fait donc de l'absence de papier frais, et aussi, on ne va pas parler que de ça, hein, du fait peut-être de manque de mesures incitatives pour aller sur le marché. C'est vrai qu'une carotte fiscale de 50% pour une augmentation et de 25% pour une cession, si j'ai le bon ordre, c'est pas assez. C'est vrai que c'est rien du tout. Là, vous faites référence plutôt à côté vendeur, donc côté offre. Moi, je suis plus sur le côté de la demande, sur l'investisseur privé. Donc sur un produit comme le PEA, nous, en tant que professionnels, ça fait quelques années qu'on essaye un petit peu de pousser la promotion du PEA, qui, pour rappel, exonère de l'imposition des plus-values au bout de 5 ans de détention, avec un maximum de PEA qui était à 400 000 dirhams, qui est passé le plafond à 2 millions de dirhams. Il faut être un petit peu plus ambitieux que ça, parce que ça n'a pas suffi, clairement. Ce n'est pas une question de plafond, c'est aussi une question de donner envie d'aller sur le PEA aux gens. Et comment on leur donne envie? C'est justement avec une carotte fiscale. Typiquement, au risque de fâcher certaines personnes, c'est de faire un petit peu le même modèle qu'on a sur l'assurance vie. On le voit aujourd'hui.
l'assurance vie, on a plus de 15 milliards de dirhams qui sont investis en assurance vie. Dans le PEA, ça se compte en dizaines de millions de dirhams. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la carotte fiscale qu'il y a sur l'assurance vie. Donc si aujourd'hui, on propose d'investir sur un PEA en brut pour net, par exemple, je peux vous assurer qu'on n'ira peut-être pas à 15 milliards de dirhams, mais je peux vous assurer qu'on ne sera plus à quelques dizaines de millions de dirhams qu'on a aujourd'hui sur le PEA. Donc ça, c'est une piste. Il y a aussi l'encouragement de l'actionnariat salarié, qui est aussi une autre piste. Donc ça, c'est Vous sur pensez que ça ne se fait pas systématiquement, ça ne se fait pas généralement? Parce que je pense que dans les IPO, en général, il y a toujours une partie pour les salariés ou là une partie pour... Est-ce que ça oui, contribue mais ou pas? on pourrait l'imaginer sous forme aussi de déductibilité fiscale. Aussi. Il y a plusieurs catégories de PEA. Il y a des PEA grand public et des PEA spécifiques. Des PEA pour le plan d'épargne salarié, qu'on peut trouver sur d'autres marchés. Hein. J'invente rien. Là, je suis pas en train de réinventer la roue. Et on n'attend pas de nous d'inventer des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui existent. Donc, j'ai parlé du premier levier qui était les IPO. Bah, on a connu ça. Et le Maroc, avec, je dirais, le développement économique qu'a connu le Maroc ces dernières années, plus les ambitions qu'a le Maroc qui ont été citées dans le nouveau modèle de développement, qui place le marché des capitaux au cœur de ce nouveau modèle, avec pour ambition de passer de 75 entreprises cotées, qui est un chiffre qu'on connaît depuis 15 ans, d'accord, on est bloqué à 75, 77, 74, 77, avec encore un retrait malheureusement récemment, donc on va baisser encore une entreprise, Timar pour ne pas la citer. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'essayer plutôt d'attirer de nouvelles entreprises, et donc le nouveau modèle de développement qui souhaite ériger le Maroc comme hub financier a pour ambition, horizon 2035, de passer à 300 entreprises cotées. Voilà. Donc là, c'est clair que c'est quand même le NMD, c'est quand même l'un des catalyseurs de l'économie marocaine du futur, et on espère que et la place que prend le marché dans ce nouveau modèle, elle est relativement conséquente, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure, et donc on espère que là, cette fois-ci, sera la bonne. Mais en tout cas, tout le monde est prêt, les professionnels, la bourse, tout l'écosystème, en plus avec l'attribution, on en a parlé en long, en large et en travers de la Coupe du Monde en 2030, donc on a tout un tas je dirais, de signaux et de faisceaux qui n'attendent que...